the levees had breached and water was pouring into the city like it was pouring water out of a pitcher. The city was a cemetery, a ghost town. We survived and we overcame and we're much better now than we were then. C'est l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l'histoire des États-Unis. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina s'abattait sur la Nouvelle-Orléans, la laissant presque entièrement recouverte par les eaux. 10 ans plus tard, la plupart des quartiers ont été reconstruits. Mais celle qui fut un temps surnommée la capitale du jazz, bouillonne-t-elle toujours de la même énergie? Aujourd'hui, rencontre avec les artistes de cette ville en pleine renaissance. La musique fait partie de l'ADN de la Nouvelle-Orléans. C'est ici qu'au début du XXe siècle naissent le jazz et le rhythm and blues. Ville natale de Louis Armstrong, elle est devenue le terrain de jeu des plus grands musiciens, Duke Ellington, Sidney Bechet, Billie Holiday ou encore Irma Thomas. Enfant du pays, elle est une des ambassadrices du blues made in Louisiane. 60 ans de carrière et des titres comme It's Raining ou Time is on my side lui valent le surnom de reine de la soul de la Nouvelle-Orléans. Je la retrouve dans une ancienne église devenue salle de concert. C'est vrai que la musique semble être partout ici. Comment ça se fait? C'est comme ça. C'est la Nouvelle-Orléans. On célèbre tout ici. Avec la musique. Oui, avec la musique et de la bonne cuisine. Alors qu'est-ce que vous pensez de cet endroit? C'est très beau. Le son, l'acoustique doit être bonne. Une église, c'est un bon endroit pour chanter. C'est vrai, tout est amplifié ici. Comment est-ce que vous décririez la musique de la Nouvelle-Orléans? C'est assez difficile à décrire. Pour moi, elle est tout simplement différente, plus en termes de rythme que musicalement parlant. La Nouvelle-Orléans a un rythme particulier que vous pouvez détecter dans toutes ses musiques. Le gospel, la musique soul comme on l'appelle, le rhythm and blues, la pop et même la musique country. Et bien sûr, nous avons aussi un peu de musique cajun ici. Donc vous prenez un petit peu par ici, un petit peu par là, vous mélangez le tout et vous obtenez l'essence, la saveur même de la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qui rend les musiciens de cette ville si unique? Une âme. Nous avons un ressenti particulier lorsque nous faisons de la musique. Ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose que vous devez avoir en vous, en grandissant avec cette musique depuis l'enfance, toute votre vie. C'est une partie de vous-même et vous ne pouvez pas décrire ce que vous êtes. Vous le vivez et vous l'enrichissez. Depuis Katrina, la Nouvelle-Orléans a reçu beaucoup d'attention, non seulement avec la série Tremé, mais aussi quand Brad Pitt est venu pour aider à la reconstruction. Vous trouvez que c'est une bonne chose? Disons que ça a eu du bon et du mauvais. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'avant la série télévisée Tremé, lorsqu'on montrait la Nouvelle-Orléans à la télévision, les gens avaient un accent étrange que personne n'a dans la ville et on se demandait « mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça ?» Et finalement, lorsque Tremé est sorti, on a pu voir la vraie Nouvelle-Orléans, même si elle était également dévastée. Au moins, ils n'essayaient pas de nous faire passer pour des sortes d'étrangers qui parlent une autre langue. Ils parlaient de la façon dont on parle. Ils ont engagé des acteurs de la Nouvelle-Orléans pour jouer les différents rôles, et ça sonnait vrai. Ils ont mis en lumière l'industrie musicale de la Nouvelle-Orléans. Avant Tremé, la musique et les musiciens de la Nouvelle-Orléans faisaient partie du décor. Après, on s'est rendu compte de l'importance qu'a la musique dans la vie même de la Nouvelle-Orléans. Vous avez d'ailleurs joué dans la série Tremé. Oui, 3 fois. Comment c'était? Marrant, je jouais mon propre rôle. Et que vous réserve le futur, Irma? Rester en vie. J'ai 74 ans et je suis toujours là à m'amuser comme je l'ai toujours fait. Et donc j'espère terminer un nouvel album dans les mois qui viennent, prête à repartir une nouvelle fois. I wonder what makes the girl that way.
The girl doesn't even smile at all. But I wonder what my friends would say if their world just came down one day. Embarquement immédiat dans un streetcar tout droit sorti d'un tramway nommé Désir, la célèbre pièce de Tennessee Williams, le meilleur moyen pour visiter la Nouvelle-Orléans. Carrefour des cultures américaines, africaines et européennes, la ville a été baptisée en l'honneur du duc d'Orléans en 1718. C'est dans le quartier français que nous a donné rendez-vous Sam du groupe Sweet Crude. Sam, tu es le chanteur du groupe. Vous êtes 7 en tout, je crois, et votre particularité, c'est de chanter en français louisianais. Alors explique-nous. Oui, c'est vrai. OK, le français louisianais, c'est juste le dialecte que ça parle ici dans la Louisiane. Ça a évolué, il y a plein d'influences. C'est un peu d'anglais, c'est un peu de l'espagnol, des langues amérindiennes. Comment ça se fait que toi, tu parles français? Well, c'est comme mes grands-parents parlaient français, mes arrière-grands-parents parlaient français. Et ça fait que dans les réunions de famille et des affaires comme ça, le français était parlé. Mais c'était plus tard dans ma vie que j'ai décidé de vraiment retourner à ces racines-là pour apprendre le français, parce que je voulais reconnecter avec ces racines. Parce que vous avez tous moins de 30 ans dans le groupe, pourquoi est-ce que c'est important de perpétuer, on va dire, cette tradition? Si on ne parle pas le français louisianais, ça va mourir. Et c'est une situation bien grave. Et ça, c'est quelque chose de bien important pour nous autres, pour continuer la langue et pour mettre la langue dans la musique. Parce que pour vraiment continuer la langue et pour avoir quelque chose qui va durer, on connaît qu'il faut mettre ça dedans, quelque chose qui va être enregistré. Et ça c'était la raison que c'est bien important pour nous autres. Ouais, on garde une trace. Yeah, exactement. Évidemment, quand on vient à la Nouvelle-Orléans, on pense à Katrina, mais Sweet Crude n'existait pas encore à ce moment-là. Non, ça a commencé il y a 2 ans. Mais est-ce que Katrina a quand même une influence sur votre façon de faire de la musique? Oui, un peu. Il y a un peu de paroles à propos de Katrina. Mais à part de ça, c'était juste quelque chose, on a été capable de réaliser l'importance de la culture de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans. Et c'était quelque chose qu'on voulait mettre dans notre musique. Bien sûr, c'était naturel. On va vous écouter alors. On y va. Allez. Un dans la main, deux dans la talle. Ce jeu ici, ça va me valoir du mal. Il est tard et on a besoin de rester en vie jusqu'à demain. Wow. No need to be so upset. Si bon qui peut-être. No need to be so upset. This is as good as it. Découvrir la Nouvelle-Orléans, c'est aussi plonger dans la moiteur des bayous du Mississippi. Des décors cinématographiques auxquels s'ajoute une fiscalité avantageuse, de quoi faire de la Louisiane le Hollywood du Sud. C'est comme si on était déjà dans un film. J'adore le bayou et cette ambiance paisible, calme et amicale. C'est un magnifique endroit pour venir se relaxer et se ressourcer. Et c'est d'ailleurs ici que les Bêtes du Sud sauvages ont été en partie tournées. Oui, nous avons tourné certaines scènes juste ici dans le bayou. Parce qu'ici, c'est comme après Katrina. Le lieu, les maisons ont déjà les pieds dans l'eau, comme si c'était inondé. Winston! Directement inspiré par l'ouragan Katrina, Les Bêtes du Sud sauvages a été plusieurs fois nominé aux Oscars. Il raconte l'histoire de Hush Puppy, une fillette des bayous dont l'univers est bouleversé par une catastrophe climatique. Ils sont tous au fond, en train d'essayer de respirer dans l'eau. Dwight Henry incarne le père de la petite fille. Boulanger de profession, il n'aurait jamais imaginé devenir acteur.
Je n'avais jamais joué dans un film auparavant. Je ne m'étais jamais dit que je deviendrais acteur. Donc lorsque ces gars de la boîte de production sont entrés dans ma boulangerie pour déposer un flyer qui indiquait qu'ils recherchaient quelqu'un pour un film, j'y ai même pas pensé une seule seconde. Mais parfois les gens voient en vous des choses que vous ne voyez pas vous-même. Donc ils m'ont fait asseoir et ils m'ont dit que c'était important et ils m'ont parlé du film. J'étais flatté, c'est vrai, par le fait qu'ils aient vu quelque chose en moi et qu'ils aient cru en moi. Et depuis, votre vie a complètement changé. J'ai eu la chance de rencontrer des gens que toute ma vie j'avais admirés. Je suis allé à la Maison Blanche où j'ai rencontré Barack Obama, j'ai rencontré Steven Spielberg, George Lucas. Et la chose la plus importante, bien avant toutes ces choses magnifiques qui me sont arrivées, c'est d'être un exemple pour les jeunes de mon quartier. En devenant acteur, vous auriez pu partir à Hollywood, mais vous avez choisi de rester ici. Pourquoi ? J'habite dans l'une des meilleures villes du monde, selon moi. Et je ne dis pas ça parce que j'habite ici. Nous avons une culture merveilleuse. Notre cuisine, notre superbe musique, nos arts. Cette ambiance merveilleuse que nous avons ici, nos bayous, notre hospitalité, je ne changerais cela pour rien au monde. Et pourtant, je suis allé dans des endroits magnifiques. New York, Miami, la France, dans plein de superbes endroits, mais aucun n'égale la Nouvelle-Orléans. Symbole du renouveau de la Nouvelle-Orléans, ces entrepôts réhabilités et transformés en musées, galeries et ateliers. Cette année, le New Orleans Museum of Arts commémore les 10 ans de Katrina avec une exposition. 6 artistes ont été invités à réfléchir sur le temps, la mémoire et la transformation. Parmi eux, Don Dodo. C'est votre atelier où vous aviez l'habitude de faire de la vidéo. Oui. Et tout a changé après Katrina, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, nous avions 1,50 m d'eau, ce qui n'est pas si haut en fait, puisque nous habitons sur une crête. Le toit s'est effondré sous la pression des arbres dans un amas de boue, et donc l'eau s'est mise à monter le long des murs. Tout a changé. Après vous. Et voilà, nous y sommes. Donc après le passage de Katrina, vous avez commencé à créer à partir des débris. Oui, avant Katrina, les collections sur lesquelles je travaillais étaient digitalisées et réalisées avec un ordinateur et j'étais en quelque sorte débranchée. Je n'avais plus d'électricité, je ne pouvais plus utiliser mon matériel, donc j'ai commencé à peindre du bois que je trouvais par terre avec de la boue. C'était un retour aux sources, ma peinture rupestre à moi. Donc vous avez vraiment ressenti ce besoin de créer. C'était phénoménal. Je n'avais rien ressenti de tel auparavant. Je pense que c'est parce que le monde physique est tellement réduit à néant que vous avez juste envie de le reconstruire. Donc toutes ces œuvres qu'on voit ici ont un lien avec l'ouragan Katrina, comme cette peinture ou ces échelles. Eh bien, les échelles, ça symbolise l'évasion de cet enfer. Avec la montée des eaux, vous voyez des gens dans les arbres, sur les toits. Il fallait à tout prix trouver un moyen de sauver sa peau. Donc dans cette pièce, vous avez vraiment voulu garder les traces de Katrina. Oui, car une fois que je suis arrivée ici et que j'ai commencé à travailler, il a fallu enlever le plâtre à cause des moisissures. Ils ont mis du placo et ils ont refait les murs, mais quand ils ont mis l'enduit, ça ressemblait à des couches de boue que j'ai décidé donc de laisser comme ça, dans cet état de transition. Ici, nous avons une petite sculpture avec un arbre et un bateau au sommet. Les bateaux ressemblaient à des oiseaux dans les arbres. Ça changeait votre vision de la ligne d'horizon. Mais c'est aussi en quelque sorte poétique. Est-ce que vous pensez que Katrina a apporté quelque chose de positif? Oui, c'est un vrai paradoxe. Personnellement, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a aussi une certaine beauté et une nécessité au désastre.
Je me revois très précisément en train de marcher dans les débris, complètement cerné jusqu'aux chevilles par un océan de verre brisé, avec le soleil qui se lève, et c'était éblouissant. Je me suis vraiment sentie coupable de me dire « mais comme c'est beau ». Et qu'en est-il du futur? Comment voyez-vous le futur de la Nouvelle-Orléans? Malheureusement, il y a eu ce grand sacrifice avec plus de 100 000 personnes qui n'ont jamais pu revenir. Si on laisse ça de côté, ce qui est difficile, la Nouvelle-Orléans est une ville meilleure maintenant. Nous étions tellement démunis, notre système éducatif était le pire du pays. Toutes ces choses-là se sont améliorées. Dans le domaine du logement, c'est mieux maintenant pour ceux qui ont pu revenir. L'éducation est meilleure, l'emploi aussi. Nous ne voulons pas jeter toutes ces choses qui font que la Nouvelle-Orléans est si spéciale depuis son origine. Mais la vie est-elle meilleure aujourd'hui? Pour la plupart d'entre nous, je dirais que oui. 10 ans après son passage, l'ouragan Katrina n'a pas fini de hanter la Nouvelle-Orléans. Mais nul doute que le son des trompettes et saxophones résonnera encore longtemps sur les rives du Mississippi.